Les violences et le pillage des commerces se poursuivent en Afrique du Sud. L'armée a été appelée en renfort pour contenir les manifestants dans le KwaZulu, où Jacob Zuma est incarcéré depuis plusieurs jours. Au Sénégal, l'opposition est toujours vent debout. Elle dénonce 2 articles du nouveau code électoral. Ces dispositions écartent de la course à la présidentielle les condamnés à 1 mois d'emprisonnement avec ou sans sursis. Et puis en Colombie, la police enquête sur plusieurs déplacements du chef de la sécurité du président haïtien assassiné le 7 juillet dernier. Le président Jovenel Moïse a été abattu par un commando de 21 Colombiens. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. L'armée en Afrique du Sud a été appelée en renfort ce lundi pour contenir les débordements dans le pays. Les violences dans le pays étaient au 4e jour. Violences initialement déclenchées par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Des incidents ont éclaté vendredi en pays Zoulou à l'est, dont Jacob Zuma est originaire, et où il s'est constitué prisonnier après avoir été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Depuis, l'agitation a gagné Johannesburg, principalement ces quartiers les plus déshérités où le sort de Jacob Zuma est largement hors sujet. Là, le moteur est alimentaire, économique. Petits boulots et survie en mode débrouille sont entravés depuis fin juin par les restrictions imposées en raison d'une 3e vague de pandémie de la Covid-19 meurtrière. C'est un chaos de criminels et d'individus opportunistes à la manœuvre, selon la formule d'un porte-parole de la police qui cible centres commerciaux et magasins. Ils emportent téléviseurs géants, nourriture, matelas, réfrigérateurs, tout ce qui se présente jusqu'à une baignoire en équilibre sur la tête d'un fuyard, selon des journalistes de l'AFP présents sur plusieurs sites. Les forces de l'ordre, en infériorité numérique flagrante, chassent les pillards en tirant des balles en caoutchouc pour les disperser. Ils ont arrêté 489 personnes, a précisé le président dans la soirée. Cyril Ramaphosa a souligné le caractère inédit de ces violences, estimant que si les frustrations et la colère exprimées ont des racines politiques, aucune cause ne peut les justifier. Il a promis de restaurer le calme et la stabilité. Lundi matin, le centre de Johannesburg présentait un paysage désolé de vitres brisées et de carcasses de voitures brûlées. Des hélicoptères de la police survolaient la mégalopole. À Pietermaritzburg, à l'est, des soldats patrouillaient déjà parmi les débris et beaucoup de magasins n'ont pas ouvert dans la journée, y compris les stations-service selon des témoins. À Soweto, ces scènes se sont répétées en début d'après-midi. Et ces enlèvements qui n'en finissent pas au Nigeria. Des hommes armés ont kidnappé ce week-end un émir et 12 membres de sa famille dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. D'après l'entourage, c'est le dernier incident en date dans cette région en proie aux enlèvements. Précision dans ce reportage. Les assaillants ont attaqué la résidence d'Alassane Adamou, située à la périphérie de Kaduna, et ont enlevé l'émir de 83 ans et 12 de ses proches, dont des femmes et des enfants. Une source au sein du palais a indiqué que l'émir avait eu connaissance d'un projet d'enlèvement à son encontre. Il aurait donc convoqué une réunion où il a informé le personnel de sécurité de ce projet le concernant, mais la menace n'aurait pas été prise au sérieux. Il faut dire que l'État de Kaduna est récemment devenu une cible pour les enlèvements contre rançon, visant notamment les étudiants et les voyageurs, mais l'enlèvement de l'émir est une première. Les émirs sont en général vénérés dans le nord du Nigeria pour leur rôle de gardien de l'islam et des traditions. Même s'ils n'ont pas de rôle constitutionnel, ils jouissent d'une grande influence et ont un rôle important de lien entre la population et le gouvernement. Rappelons que des groupes criminels terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs. Depuis la fin de l'année dernière, ces bandes armées se sont également tournées vers une autre activité très lucrative, les enlèvements de masse d'écoliers, lycéens ou étudiants. Lundi dernier, une centaine d'enfants ont été enlevés dans une école de l'État de Kaduna.
5 civils, 4 militaires et 40 terroristes ont été tués lors d'une attaque de djihadistes présumés dans la région de Tillabéri. Proche du Mali, les forces de sécurité ont pu repousser cette attaque. Une centaine de terroristes à bord de plusieurs dizaines de motos lourdement armées ont attaqué dimanche le village de Choma-Bangou, a indiqué un communiqué du ministère nigérien de la Défense. La réaction prompte et vigoureuse des forces de défense et de sécurité a permis de repousser l'attaque en infligeant de lourdes pertes à l'ennemi selon le ministère. Du matériel a également été saisi, dont 14 motos, 4 mitrailleuses, 4 RPG-7, 12 AK-47 et 10 téléphones. Choma-Bangou est situé dans le département de Oualam, dans la région du Tillabéri, frontière du Mali et du Burkina Faso. Cette région dite des 3 frontières est régulièrement visée depuis des années par des attaques meurtrières de groupes djihadistes. En janvier, 110 civils avaient été tués par des djihadistes présumés à Choma-Bangou et 30 dans le village voisin de Zarouma-Derei, administré par la commune de Tondi-Kiwendi. Le 24 juin, 19 personnes ont été tuées à Dangazaouni et à Tolbakwara, des villages de la même commune selon les autorités. La région de Tillabéri est placée sous état d'urgence depuis 2017. Pour lutter contre les djihadistes, les autorités ont interdit depuis 1 an la circulation en moto nuit et jour et ordonné la fermeture de certains marchés soupçonnés d'alimenter les terroristes. Au Sénégal, l'opposition est vent debout contre 2 dispositions du nouveau code électoral. Elle estime que ces articles sont dangereux pour la démocratie. Et pourquoi? Réponse dans cet élément. L'opposition sénégalaise sonne la mobilisation pour dire non aux modifications à apporter sur le nouveau code électoral. Le projet de loi en discussion à l'Assemblée nationale ce lundi comporte des articles que l'opposition estime dangereux pour la démocratie. Ces 2 articles écartent de facto toute personne condamnée à des peines avec ou sans sursis supérieur à 1 mois de toute compétition électorale. Cela pourrait ainsi être appliqué à Karim Wade, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ou encore l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, tous condamnés par des juridictions sénégalaises. En République, quand on ferme les portes du dialogue, on ouvre en même temps celle de la confrontation, a affirmé l'opposition qui estime qu'après 2 ans de dialogue politique, le président de la République Macky Sall a tout bonnement décidé de faire fi de tout acquis démocratique pour des élections sans contestation. Nous avons décidé de faire face et d'engager la lutte dans un élan unitaire et solidaire, a lancé Papsa, le secrétaire général du M2D, l'un des mouvements de contestation du Sénégal. Nous demandons par conséquent à nos sympathisants, à nos militants et à toutes les forces vives de la nation à se tenir prêts et à rester à l'écoute des leaders. Très prochainement, les mots d'ordre seront annoncés. L'opposition a décidé de saisir les chancelleries religieuses du Sénégal et toute autorité susceptible de faire entendre raison au chef de l'État, Macky Sall. En République démocratique du Congo, le cardinal Laurent Moussengo, archevêque émérite de Kinshasa, la capitale, était décédé ce dimanche. C'était à Versailles, près de Paris. Il avait 81 ans. Monseigneur Moussengo a été donc l'une des voix critiques à l'égard des différents régimes qui se sont succédés en RDC. 6 jours après son évacuation dans un état critique, l'influent archevêque émérite de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le cardinal Laurent Moussengo Passigna est décédé ce dimanche à Paris à 81 ans. Son éminence Fridolin cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, a la profonde douleur d'annoncer à la communauté chrétienne catholique et à toutes les personnes de bonne volonté le décès du cardinal Laurent Moussengo ce dimanche en France, a écrit dans un communiqué l'abbé Georges Ndila, chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa. Vaillant soldat du Christ, repose en paix. En attendant les dispositions officielles de la chancellerie de Kinshasa, nous prions pour l'âme de notre archevêque émérite de Kinshasa, avait tweeté un peu plus tôt l'abbé Jean-Marie Condé, chargé de la communication de l'archidiocèse de Kinshasa. Avec la conférence épiscopale et sous l'influence de Laurent Moussengo, l'Église catholique a joué un rôle majeur pour l'ouverture démocratique pendant les dernières années de la dictature du défunt président Mobutu Sese Seko.
Monseigneur Monsengo fut l'une des voix critiques à l'égard des différents régimes qui se sont succédés en République démocratique du Congo, celui du dictateur Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, puis Félix Tshisekedi. Ordonné prêtre en 1963, fait cardinal par Benoît XVI en 2010, cette grande figure de l'Église catholique africaine avait cédé son fauteuil à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa à Monseigneur Ambongo en novembre 2018. Les suites de l'enquête sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, Bogota enquête sur plusieurs déplacements en Colombie, cette année même, 2021, de Dimitri Hirard. Il n'est rien d'autre que le chef de sécurité du président haïtien Jovenel Moïse, assassiné, c'était le 7 juillet dernier, par un commando dont faisaient partie 21 Colombiens. Le chef de la sécurité de Jovenel Moïse s'est rendu à plusieurs reprises en Équateur, au Panama et en République dominicaine, via la Colombie, entre janvier et mai 2021, a indiqué en conférence de presse le général Jorge Luis Vargas, directeur de la police colombienne. Nous savons qu'il n'a pas seulement fait escale, mais est resté quelques jours en Colombie, a-t-il déclaré, ajoutant que la police colombienne était en train de vérifier à travers Interpol les activités auxquelles Dimitri Hirard s'est livré dans ces différents pays. Au total, 21 Colombiens, dont de nombreux anciens militaires, font l'objet d'une investigation dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président haïtien, a précisé le général Jorge Luis Vargas. 3 d'entre eux ont été tués par les forces de sécurité haïtiennes et 18 ont été arrêtés, soit un total de 21, a-t-il dit. Au lendemain de l'assassinat, les autorités haïtiennes ont évoqué un commando de 28 personnes, dont 26 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne. Le gouvernement colombien coopère avec Port-au-Prince pour tenter de faire la lumière sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Pour l'heure, 17 anciens militaires colombiens ont été identifiés par Bogota, dont 15 ont quitté l'armée entre 2018 et 2020. Selon les services de renseignement, sur les 21 Colombiens identifiés, 19 ont voyagé avec des billets d'avion achetés avec une carte de crédit de l'entreprise CTU Security, une société de sécurité enregistrée à Miami. Ces personnes font partie des 21 Colombiens capturés ou qui sont morts en Haïti et qui ont voyagé de Bogota à Saint-Dominique, a précisé le général Vargas. L'enquête sur l'assassinat du président est aux mains des autorités judiciaires de Haïti. La Colombie coopère judiciairement à sa demande, a-t-il insisté. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.